Pour notre 30e anniversaire de mariage, mon mari avait une jolie guirlande lumineuse derrière lui, un gâteau ridiculement cher devant lui, et, assis juste en face, de l'autre côté de la table, se trouvait son fils adulte, celui qu'il avait fui des années plus tôt. À côté de lui, était assise sa mère, la femme qui avait jadis maudit notre mariage et nos enfants qui n'étaient pas encore nés. Et au beau milieu de cette fête, devant tout le monde, elle a retiré cette malédiction. Quelques mois plus tard, ma fille aînée m'a appelé depuis le cabinet de son gynécologue pour me dire « Maman, il y a ce bruit bizarre. Le médecin dit que c'est un cœur. Si vous pensez qu'il s'agit d'une histoire romantique, de celle où l'amour triomphe de tout, détrompez-vous. C'est l'histoire de la façon dont un simple carton de vieux courrier, mêlé à un passé très sombre, a bien failli faire éclater notre famille. Et oui, cela se passe aux États-Unis, dans une ville moyenne tout à fait ordinaire, quelque part au milieu du pays. Je m'appelle Irene. J'ai 52 ans, et, la plupart du temps, j'ai l'air de quelqu'un qui prend beaucoup trop de décisions pour les autres, tout en ne dormant jamais assez. Mon mari s'appelle Andrew Miller. Il possède une entreprise de construction, a une jolie maison avec un revêtement blanc, un pick-up auquel il tient énormément, et ce genre d'assurance, typique de ceux qui croient que, sous prétexte qu'ils paient l'addition, ils sont pratiquement des saints. Nous avons 2 filles. Catherine, que nous appelons Kate, et la plus jeune, Erin. Toutes 2 sont intelligentes, diplômées de l'université, et mènent leur propre vie. Pas un seul petit enfant. Pas même l'ombre d'une promesse. Et le pire, c'est qu'elles veulent vraiment, absolument, des enfants. Vraiment. Avec les médecins, les examens, les calendriers, les hormones. Leurs maris en veulent aussi. Pourtant, année après année, il n'y a rien. Si vous avez déjà vu des femmes d'âge mûr, au centre commercial, regardez les poussettes des autres comme s'il s'agissait d'une vitrine pleine d'objets qu'elles ne pourront jamais s'offrir, vous voyez exactement de quoi je parle. Alors, bien sûr, à un moment donné, votre esprit s'égare là où il ne devrait pas. Que avons-nous fait de mal? Pourquoi sommes-nous punis? Les Américains sont tout aussi superstitieux que le reste du monde, nous utilisons simplement des mots différents pour l'exprimer. Pour notre 30e anniversaire, nous avons décidé de faire les choses en grand. Un restaurant, de la musique, toute la famille, les amis, et les partenaires commerciaux. Et moi, en épouse idéale que je m'efforce d'être, j'ai décidé de préparer un cadeau pour Andrew, un film de famille. Vous savez, ce genre de diaporama en musique. Le mariage de ses parents, celui de ses grands-parents dans leur vieille ferme, notre propre mariage, puis les enfants. Bref, tout ce côté sentimental qu'il adore en secret. Le problème, c'est que certaines de ces vieilles photos se trouvaient dans la ferme de ses grands-parents, perdues au milieu de nulle part. Une vieille maison, dans une toute petite ville, à quelques heures de route. La maison était inhabitée depuis des années, mais nous avions toujours les clés. J'irai moi-même, lui ai-je dit, tu es de toute façon trop occupé. Andrew a simplement acquiescé d'un signe de tête. Il y a des cartons de photos là-haut, dans le grenier, ils ont des étiquettes. Et, Irene, si tu vois ce vieux tableau dans la chambre, rapporte-le, d'accord? C'était mon idée, d'ailleurs. Il a juste fait semblant de s'en souvenir lui aussi. Le tableau, c'est une image défraîchie de la Vierge Marie à l'enfant. Rien d'exceptionnel, une simple copie, pas même une icône ancienne. Juste une vieille image catholique. Pourtant, il y a 28 ans, j'étais à genoux devant ce tableau, à sangloter comme une idiote, en suppliant Dieu de me donner un bébé. Quelques mois plus tard, j'apprenais que j'étais enceinte de Kate. Oui, je sais compter. Et oui, parfois, cela fait du bien de croire au miracle. La ferme se trouvait à la lisière d'une très petite ville, du genre avec une seule épicerie, une seule église, et, je le jure, un seul feu de signalisation en état de marche. La clé a tourné dans la serrure avec un grincement sinistre. À l'intérieur, cela sentait la poussière, les vieux livres, et autre chose encore, cette odeur caractéristique des endroits où personne n'a vécu depuis longtemps, et où quelqu'un s'est fait trop de soucis avant de partir. J'ai posé ma valise, je suis entré dans la cuisine, et je me suis figé. Il y avait un homme, assis à la table. Une chemise à carreaux, des épaules affaissées, des cheveux gris, le regard lourd. Il avait l'air totalement réel. J'ai cligné des yeux, et la chaise s'est retrouvée vide. Non, je ne bois pas. Non, je n'ai pas d'hallucination. Enfin, non, je n'en ai pas d'ordinaire, mais parfois,
une mauvaise conscience se matérialise sous la forme d'une vision très nette. Plus tard, la voisine d'en face, mademoiselle Agnès, une toute petite vieille dame avec une cour pleine de nains de jardin, m'a dit, certains disent que le vieux monsieur Miller n'est jamais vraiment parti d'ici. S'il s'est montré à vous, c'est qu'il devait vous apprécier. Merci, Agnès. C'est extrêmement réconfortant. Je suis monté à l'étage, dans la chambre. Le tableau était toujours à la même place, au-dessus du vieux lit en bois. La même image décolorée, avec cette expression douce, presque triste. Je l'ai décroché du mur, puis je l'ai posé contre la porte. Ensuite, je suis grimpé au grenier pour récupérer les photos. Les cartons portaient bien des étiquettes, mariage 1958, enfant année 1960, vieilles lettres. J'allais ignorer le carton des vieilles lettres, mais quelqu'un y avait écrit, au marqueur épais, ne pas jeter. Franchement, comment résister à l'envie d'ouvrir ça? À l'intérieur, il y avait une pile d'enveloppes au timbre jauni. La plupart? Des factures, des cartes postales, des cartes de vœux. Tout était adressé aux parents d'Andrew, à l'adresse de la vieille ferme. J'imagine que le courrier a continué d'arriver ici, pendant des années après leur départ pour la ville, et que quelqu'un a fini par tout jeter dans un carton, avant de le reléguer au grenier. Et au milieu de tout cela, se trouvait une enveloppe épaisse, à l'écriture soignée, Madame Miller. Personnel. L'adresse de l'expéditeur? Rachel Dawson, une toute petite ville que je ne pouvais même pas situer sur le coup. L'enveloppe avait été ouverte, mais la lettre était soigneusement pliée à l'intérieur. Ce qui signifiait que quelqu'un l'avait bel et bien lu, puis l'avait soigneusement cachée. Je me suis assise là, à même le sol poussiéreux, et j'ai commencé ma lecture. Les lettres commençaient poliment, « Chère Madame Miller, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Rachel. J'ai fréquenté votre fils, Andrew, lorsqu'il était à l'université. » Après cela, venait tout ce que j'avais déjà entendu à demi-mot, des années auparavant, murmuré de colère par sa sœur Marie, mais que j'avais refusé de croire. Il avait fréquenté une fille, lui avait promis le mariage, avait fait de grands projets. Elle était tombée enceinte. Il avait prétendu que l'enfant n'était pas de lui. Puis, il avait dit que c'était trop tôt. Ensuite, qu'il n'avait pas les moyens d'assumer un enfant. Et, à un moment donné, il avait simplement disparu. Ses parents à elle étaient pauvres. Leur église s'opposait à l'avortement. Elle avait donc décidé de garder le bébé. Elle avait donné naissance à un garçon, Ryan. Quand il a eu 2 ans, on lui a découvert une grave malformation cardiaque congénitale. Les médecins avaient employé cette voie feutrée, qu'ils réservent généralement aux très mauvaises nouvelles. Les opérations chirurgicales coûtaient une fortune astronomique. Rachel écrivait qu'elle avait tenté de joindre Andrew, mais que ses lettres lui étaient revenues. Elle avait alors trouvé l'adresse de ses parents, et s'était mise à leur écrire. Poliment, d'abord. Puis, avec désespoir. Enfin, avec colère et terreur. Je ne vous demande pas de l'accueillir chez vous, écrivait-elle, je vous demande seulement de l'aide pour son traitement. C'est votre petit-fils. C'est la vie d'un enfant. Pas de réponse. Les années ont passé. Le garçon a grandi, mais la maladie, elle, n'avait pas disparu. Et puis, il y avait cette dernière lettre, celle qui, apparemment, avait été lue avant d'être fourrée dans le carton. Dans celle-ci, il n'y avait plus aucune formule de politesse. Soit, écrivait-elle, qu'il en soit ainsi. Que votre fils vive comme si cet enfant n'existait pas. Mais qu'il ne connaisse jamais la joie d'avoir lui-même un fils. Et s'il a des filles, qu'elle sache ce que c'est que de vouloir un enfant, sans pouvoir en avoir. Que chacun de ses sourires, dans les années à venir, soit empoisonné par ce qu'il a fait. J'étais assise sur le plancher de ce grenier, la lettre entre les mains, et mes doigts devenaient glacés. Andrew et moi, aucun fils. 2 filles. Toutes 2 infertiles. Je ne crois pas aux malédictions, comme dans les films de série B, mais, parfois, les coïncidences deviennent un peu trop précises pour être simplement balayées d'un revers de main. J'ai rapporté le tableau à la maison, ainsi que le carton de lettres. J'ai suspendu le tableau dans la chambre d'amis, en attendant de trouver où le mettre. J'ai caché les lettres dans un placard, mais, évidemment, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. 2 jours plus tard, Andrew était assis dans la cuisine, à regarder les informations tout en faisant défiler l'écran de son téléphone, quand je lui ai demandé, « Andrew, as-tu eu des relations sérieuses avant moi ?
Il a haussé les épaules, il y a eu des filles. Rien de sérieux. Qu'est-ce que tu entends par rien de sérieux? Eh bien, il y en a eu une, a-t-il dit en grimaçant, qui a essayé de me mettre un bébé sur le dos. Mais c'était louche, je n'étais pas sûr qu'il soit de moi. Mon père m'a dit que si je cédais au chantage, je paierais toute ma vie. Alors, j'ai laissé tomber. Il a dit cela sur le ton que l'on emploierait pour parler de la résiliation, juste à temps, d'un abonnement de streaming. Je l'ai regardé, et j'ai pensé à cette enveloppe, contenant la photo d'un petit garçon aux yeux immenses, avec une cicatrice en travers de la poitrine. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, j'ai appelé quelqu'un dont le métier est de fouiller dans la vie des autres pour de l'argent. Max Bennett est marié à une femme que je connais de l'église. C'est un détective privé, un ancien flic. Calme, méthodique, toujours un gobelet de café à la main. Je l'ai invité dans ma cuisine, et j'ai posé le carton de lettres, ainsi que la photo du garçon, devant lui. Max, ai-je dit, j'ai besoin que tu retrouves cette femme et ce garçon, et que tu me dises la vérité. C'est pour le tribunal, a-t-il demandé. Non, c'est pour moi. Pour que je sache avec qui je vis. Nous sommes restés assis en silence pendant qu'il parcourait les lettres. D'accord, a-t-il fini par dire. Les retrouver n'est pas difficile. Obtenir la vérité non plus. Mais je te préviens, cela risque de ne pas te plaire. Attention, spoiler, il avait raison. Max m'a rappelé une semaine plus tard. Je les ai trouvés, m'a-t-il dit. Dans une toute petite ville, à quelques états d'ici. Une caravane à la lisière de la ville, près d'une exploitation apicole. Le garçon? Enfin, ce n'est plus un garçon, il a presque 30 ans. Il travaille pour l'apiculteur local, payé au noir. Et donne parfois un coup de main à l'épicerie. Il marche comme si chaque mouvement lui coûtait un effort fou. Est-il en bonne santé, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Non, mais il est en vie. J'ai parlé aux voisins, puis à eux, en prétendant que je venais en aide à une vieille connaissance. Ils ne sont pas stupides, mais ils ne sont pas paranoïaques non plus. Max m'a raconté comment Rachel avait ouvert la porte, une femme fatiguée, avec des mains qui avaient porté beaucoup trop de fardeau, pendant beaucoup trop d'années. Derrière elle se tient Ryan, grand, très mince, les yeux gris, avec exactement la même ligne de mâchoire qu'Andrew. C'est un bon gars, a ajouté Max, calme. Il ne se plaint pas. Il dit qu'il a grandi, et qu'il a compris que si un homme n'avait pas voulu être son père à l'époque, cela ne servait à rien de lui courir après aujourd'hui. Et son état de santé? J'ai récupéré ses anciens dossiers médicaux, et je les ai montrés à un cardiologue de ma connaissance. C'est une grave malformation congénitale. À l'époque, ils avaient dit à sa mère qu'il ne dépasserait pas les 20 ans sans une opération très coûteuse. Contre toute attente. Il a tenu. Mais en ce moment, son cœur ressemble à un vieux moteur, qui ne tourne plus que par habitude. Max a marqué une pause, puis a ajouté, Irene, si quelque chose doit changer, c'est maintenant. Dans 10 ans, il sera peut-être trop tard. Tu as pu obtenir un échantillon d'ADN, ai-je demandé. Il a ricané, je lui ai offert un soda. Il l'a bu, a posé le gobelet, puis est allé aider sa mère. J'ai récupéré le gobelet, et je l'ai envoyé à un laboratoire privé, pour le comparer avec l'échantillon que tu m'avais fourni. Oui, j'avais discrètement emprunté la brosse à cheveux d'Andrew pour cela. Et alors? Et alors, tu es marié à un homme qui a un fils adulte. Probabilité de paternité, plus de 99%. Parfois, les chiffres font plus de mal que les mots. Je ne suis pas le genre de femme capable de garder un tel secret pour elle pendant des mois. Ce soir-là, j'ai dressé la table, j'ai posé le carton de lettres au milieu, j'ai placé la photo du petit Ryan au-dessus, et j'ai ajouté le rapport du laboratoire tout en haut. Quand Andrew s'est assis, j'ai tout fait glisser vers lui. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-il demandé en fronçant les sourcils. C'est ton fils, ai-je dit. Et la femme qui a supplié tes parents de l'aider à le maintenir en vie. Et voici la preuve qu'il est bien le tien. Au début, il a essayé de prendre cela à la légère, Irene, tu crois n'importe quelle femme qui raconte une histoire larmoyante. Je crois en l'ADN, lui ai-je répondu. Et je crois ce que voient mes propres yeux. Il a feuilleté les lettres, est devenu blême, puis a serré les lèvres. C'était il y a très longtemps, a-t-il fini par dire. J'étais jeune.
Je n'étais pas sûr qu'il soit de moi. Mon père disait que c'était un piège. Il a fait un signe de tête en direction du carton, ils auraient pu me le dire. Ils te l'ont dit. Les lettres leur étaient adressées. Ils ont simplement décidé que leur fils comptait plus que la vie d'un enfant, et tu as fait exactement le même choix. Il a frappé du poing sur la table. Quoi, tu essaies de me faire un procès? Après 30 ans? Non, ai-je dit doucement. Le procès a eu lieu durant tout ce temps. C'est juste que tu ne t'y es pas présenté. Nous avons crié. Puis, nous nous sommes tus. Ensuite, nous avons crié de plus belle. Au cours de cette dispute, le nom de sa sœur Marie a été prononcé, cette sœur à qui nous n'avions pas parlé depuis des années. Il s'est avéré qu'elle avait appris la grossesse de Rachel à peu près à la même époque. Elle avait tenté de le pousser à l'aider, et l'avait menacé de tout me raconter. Il lui avait dit d'aller se faire voir. Ils avaient eu une terrible dispute, puis avaient cessé de se parler. Tout à coup, je comprenais enfin pourquoi Marie m'avait toujours regardé avec cet air qui semblait dire « Tu n'as aucune idée de l'homme avec qui tu vis ». Ce soir-là, il a dormi dans la chambre d'amis, celle où se trouvait le tableau de la Vierge Marie. Allongé dans notre lit, je l'entendais faire les 100 pas, s'arrêter, puis s'asseoir. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai entendu mon mari prier. « Mon Dieu, chuchotait-il, j'ai tout gâché. Je ne demande pas de miracle. Donne-moi juste une chance de faire, au moins une fois, les choses bien. » Je ne sais pas à qui il s'adressait, à Dieu, au tableau, ou à lui-même. En réalité, cela n'a pas d'importance. Au matin, il est entré dans la cuisine, le visage livide. « Je vais aller les voir », a-t-il dit. Seul. Nous y allons ensemble, les jeux corrigés. C'est aussi ma famille à présent. Durant tout le trajet, il s'est cramponné au volant comme s'il risquait de tomber directement en enfer s'il le lâchait une seule seconde. « Tu crois qu'elle va me laisser entrer ?» a-t-il demandé. « Je pense que tu ne l'aurais pas volée si elle refusait », ai-je répondu. En revanche, peut-être que Dieu croit encore que tu peux agir en homme adulte. Essayons de ne pas le décevoir. Leur ville était encore plus pauvre que celle de ses grands-parents. Des caravanes délabrées, des maisons à la peinture écaillée, et une épicerie qui semblait vouloir prendre sa retraite depuis des années. Rachel a ouvert la porte, et nous a regardés comme quelqu'un qui aurait attendu de bonnes nouvelles toute sa vie, avant de finir par perdre tout espoir qu'elle n'arrive jamais. « Bonjour », a dit Andrew. « Je sais qui vous êtes », a-t-elle coupé. Sa voix était ferme, tendue comme un câble d'acier. « Vous venez pour m'entendre répéter comment je vous ai maudit? Vous arrivez un peu tard. Je suis venu présenter mes excuses, a-t-il dit. Et pour demander si je peux aider. Ryan est apparu derrière elle. C'était un homme adulte, aux épaules aussi larges que celles de son père, mais avec un regard venu d'ailleurs, beaucoup plus doux. Il s'est appuyé contre le chambranle de la porte, comme s'il en avait besoin pour tenir debout. « Maman. »« C'est lui ?» a-t-il demandé calmement. « C'est lui » a-t-elle répondu. Je suis resté à l'écart, cette scène leur appartenait. Andrew s'est mis à parler. Sans chercher d'excuses. Juste parler. Il a expliqué qu'il était jeune, et terrifié. Que son père lui avait mis la pression. Qu'il avait fait passer sa carrière avant son enfant, qu'il se savait lâche, et que, chaque année passant, il s'était répété, bon, de toute façon, maintenant, il est vraiment trop tard. Écouter cela était à la fois écœurant et, honnêtement, un peu thérapeutique. Il est parfois utile d'entendre prononcer à haute voix ce que l'on soupçonne déjà. Rachel a écouté sans l'interrompre. Puis, elle a dit, d'accord, que Dieu soit avec vous, mais avez-vous la moindre idée de ce que toutes ces années m'ont coûté? Savez-vous combien de nuits j'ai passé à veiller à son chevet, en me demandant s'il respirerait encore au matin? Non, je ne le sais pas, a répondu Andrew. Et c'est ma faute, j'en assume l'entière responsabilité. Il a proposé de payer pour un bilan médical complet, dans un excellent hôpital de notre ville, de prendre en charge toutes les opérations envisageables, ainsi que la totalité des traitements en cours. Sans paperasse, sans exiger de conditions de type si tu me prouves qu'il est bien de moi. Comme ça, tout simplement. Ryan l'a regardé pendant un long moment, puis a dit, je ne t'appellerai pas papa, d'accord? Je ne te le demande pas, a répondu Andrew. C'est à moi de demander pardon. Une semaine plus tard, ils sont arrivés dans notre ville.
Ryan s'est installé dans notre chambre d'amis, celle avec le tableau. À l'hôpital, les médecins se sont penchés sur ses anciens dossiers, ont secoué la tête, et ont dit des choses du genre « Nous aurions beaucoup aimé voir ce patient 20 ans plus tôt ». Malgré tout, ils ont réussi à élaborer un protocole, des médicaments, un suivi régulier, et peut-être une intervention chirurgicale pour lui faciliter la vie. Andrew a tout payé, sans poser la moindre question. Il a proposé à Ryan un poste dans ses bureaux, pas sur les chantiers, évidemment pour s'occuper de la paperasse et assister les clients. Kate et Erin ont d'abord été stupéfaites. « Maman, nous avons un demi-frère ?» s'est étonnée Kate. « Et papa s'en souvient seulement maintenant. » « Ton père a décidé de se comporter comme un être humain aujourd'hui, ai-je répondu. Avant cela, il n'était pas particulièrement pressé. Le sarcasme, c'est ma façon de ne pas m'effondrer devant mes enfants. Elles avaient besoin de temps. Cependant, Ryan s'avérait être l'une de ces personnes qu'il est tout bonnement impossible de ne pas aimer, pour peu qu'on soit capable d'aimer. Il faisait des blagues même quand il se sentait très mal. Il ne se plaignait jamais de son cœur, bien que son visage trahisse le fait que chaque volée de marche lui coûtait un effort considérable. Il apportait du café à Erin lorsqu'elle devait travailler tard au bureau. Il expliquait à Kate des trucs informatiques qu'elle détestait devoir gérer elle-même. Et chaque soir, en le regardant, je me disais, voilà donc à quoi aurait ressemblé mon fils si nous ne l'avions pas tué avant sa naissance. Nous l'avions tout simplement ignoré. Oui, je le dis. Oui, c'est cruel. Mais essayez donc de vivre avec quelqu'un pendant 30 ans, pour voir ensuite sa conscience débarquer sous forme humaine, et s'installer tranquillement à la table de votre cuisine. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il y avait un autre fantôme dans cette histoire, la sœur d'Andrew, Marie. Nous ne nous étions pas parlé depuis environ 10 ans. Officiellement, nous ne nous entendions tout simplement pas. En réalité, un Noël, elle avait lancé une phrase du genre « Ça doit être intéressant de vivre avec un homme qui abandonne des enfants malades ». Puis elle s'était reprise « Oh, je voulais dire ses employés », avant de filer dans la cuisine. J'en avais conclu qu'elle était simplement amère au sujet de l'argent. Nous avions aidé ces enfants adultes en payant leurs études supérieures, et elle se sentait sans doute redevable. En tenant la lettre de Rachel entre mes mains, j'ai soudainement compris ce qu'elle voulait dire. Nous nous sommes retrouvés dans un café. Marie est arrivée, comme d'habitude, sans maquillage, vêtue d'un vieux sweat à capuche, avec cette même expression de quelqu'un qui a compris, depuis bien longtemps, que le monde n'est pas particulièrement juste. Alors, a-t-elle dit, tu as enfin compris? Oui, ai-je répondu. Tu savais? Elle a laissé échapper un rire sec. Je l'ai appris alors que Rachel était encore enceinte. J'ai essayé de le pousser à aller la voir. À l'aider. Ou, au moins, à reconnaître l'enfant. Il m'a répondu que ce n'était pas son problème. Et que je me mêlais de ceux qui ne me regardaient pas. Je lui ai dit que s'il n'aidait pas cet enfant, je ne passerais plus jamais un seul Noël à la même table que lui. Et c'est ce que j'ai fait. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Parce que je savais à quel point tu l'aimais. Et je ne voulais pas être celle qui détruirait ton mariage. J'espérais qu'un jour, il finirait par se comporter comme un homme. Spoiler, il ne l'a pas fait. Pas avant que la vie ne le projette violemment contre un mur. Nous sommes restés assises dans ce café pendant 2 heures, à pleurer. Puis j'ai dit, Andrew essaie de réparer les choses, maintenant. Cela n'efface pas ce qu'il a fait, mais si tu veux le voir faire enfin quelque chose de bien, viens à notre fête d'anniversaire. Elle a soupiré, tu es sûr que tu pourras nous supporter tous, réunis dans le même restaurant. Pas du tout, ai-je répondu, mais je veux vraiment voir ce qui va se passer. Pour notre 30e anniversaire de mariage, nous avons réservé un joli restaurant en centre-ville. Des nappes blanches, un groupe de jazz, et un animateur enthousiaste qui n'avait, de toute évidence, aucune idée du drame dans lequel il venait de s'embarquer. Autour de la table, il y avait nous deux, nos filles avec leurs maris, Ryan, Rachel, Marie, quelques amis proches, et une poignée d'hommes d'affaires à qui Andrew avait promis un événement spécial. Et pour le coup, ils ont été servis. Après le premier verre, l'animateur a suggéré qu'Andrew et moi nous adressions quelques mots. Andrew s'est levé, son verre à la main, et a déclaré, il y a 30 ans, j'ai épousé une femme qui était meilleure que moi dans tous les domaines. Je pensais qu'avec le temps, nous finirions par nous ressembler. En réalité, c'est moi qui m'efforce de la rattraper. Il m'a regardé d'une manière telle que, si je n'avais pas connu son passé, je lui aurais probablement tout pardonné sur le champ.
Irene, a-t-il continué, tu m'as donné 2 filles extraordinaires, ainsi qu'un autre enfant, que je me suis interdit de voir. Et pourtant, tu l'as quand même accueilli dans notre famille. Il s'est tourné vers Ryan. Ryan, je n'ai aucun droit de te demander de m'appeler papa, mais je veux que tu saches que, dès aujourd'hui, tu es mon fils, et pas seulement sur le papier. Ryan a acquiescé d'un signe de tête. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais il est resté silencieux. Puis Andrew a ajouté, à cette table, il y a 3 personnes envers qui j'ai gravement manqué à mes devoirs par le passé, Rachel, Marie, et honnêtement, toi aussi, Irene. Je veux que tout le monde ici sache que, s'il y a un coupable dans cette histoire, c'est moi. Et si une lueur d'espoir y est entrée, ce n'est pas parce que je suis soudainement devenu quelqu'un de bien. C'est uniquement parce que ces femmes se sont montrées bien plus généreuses que je ne le méritais. Oui, il avait préparé ce discours. Oui, je l'avais aidé à formuler ces phrases, mais il le pensait sincèrement. Les gens ont applaudi. Certains ont pleuré. Je pensais que c'était la fin des montagnes russes émotionnelles. Ce n'était pas le cas. Rachel s'est soudainement levée, son verre à la main. J'ai vu les épaules d'Andrew se crisper. Les miennes aussi, pour être tout à fait honnête. Je ne suis pas très doué pour les discours, a-t-elle commencé. En venant ici en voiture, j'avais d'ailleurs l'intention de garder le silence. Elle m'a regardé droit dans les yeux, Irene, pendant très longtemps, j'ai cru que tu faisais partie du problème. Tu étais le symbole de la belle vie qu'il s'était offerte, tandis que Ryan et moi étions dans le besoin. Mais aujourd'hui, je vois que c'est toi qui as décidé de réparer tout cela. Puis, elle s'est tournée vers Andrew, tu sais, il y a des années, j'ai écrit une lettre à ta mère. La toute dernière. J'étais folle de rage. J'ai écrit que tu ne connaîtrais jamais le bonheur d'avoir un fils. Et que tes filles ne deviendraient jamais mères. J'étais si en colère que je voulais que Dieu m'entende. Un silence de mort s'est installé autour de la table. Je ne sais pas s'il m'a entendu à l'époque, a-t-elle poursuivi, mais ce soir, je veux qu'il m'écoute. Je retire ces paroles. Absolument toutes. Elle a levé son verre, Andrew, je te pardonne. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis fatigué de porter cette pierre. Et toi, Irene, je souhaite à tes filles autant de bébés en bonne santé qu'elles le désirent. Que leur maison soit pleine de vie et de bruit. Elle a vidé son verre d'un trait. Si vous avez déjà essayé de vous retenir de pleurer à chaudes larmes dans un restaurant chic, sous le regard des témoins, vous voyez exactement ce que j'ai pu ressentir. Quelques mois après la fête, mon téléphone a sonné. Le nom de Kate est apparu sur l'écran. Maman, a-t-elle dit, et je sentais à sa voix qu'elle venait de pleurer, ou qu'elle était sur le point de le faire. Je suis chez le médecin. Mon estomac s'est noué, qu'est-ce qui ne va pas? Rien de grave, a-t-elle reniflé. C'est juste que... Le médecin me montre l'écran du doigt et me dit, vous entendez ça? Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'était ce bruit, et il m'a dit, c'est un cœur. Celui de votre bébé. Maman, tu te rends compte? J'ai compris. J'ai si bien compris que j'ai dû m'asseoir par terre, car mes jambes refusaient tout bonnement de me porter. Ensuite est venu tout le côté ennuyeux, mais indispensable, le traitement hormonal, le suivi de grossesse, les rendez-vous avec 3 autres spécialistes. Exactement les mêmes procédures médicales qu'auparavant, sauf que, cette fois, tout s'est mystérieusement enchaîné à la perfection. Erin s'est engagée dans un protocole de traitement différent. Pour elle, le chemin a été plus long, mais elle a fini par trouver des médecins qui ne la considéraient pas simplement comme une femme de plus de 40 ans pour qui il est un peu tard, mais comme une personne désirant désespérément un enfant. La santé de Ryan comporte toujours des limites. Il vit encore au quotidien avec ce cœur, qui lui rappelle sans cesse sa fragilité. Andrew n'effacera jamais ce qu'il a fait à 20 ans, mais l'atmosphère de notre maison est devenue plus légère. Le tableau dans la chambre d'amis a cessé de m'effrayer. Ryan s'amuse à dire qu'il veille sur son sommeil. Parfois, je repense à cette journée dans le grenier. À ce carton de lettres. À cette vieille maison où j'ai peut-être aperçu un fantôme. C'était peut-être simplement la lumière du soleil sur une vieille chaise. Ou alors, c'était la conscience d'un homme qui avait passé 30 ans à faire semblant de ne pas avoir de fils, de ne pas savoir qu'une femme malade vivait dans un autre état, sous le poids d'une série de malédictions bien trop précises. Je ne sais pas si c'est grâce aux prières devant ce tableau, au toast de Rachel, ou simplement à la médecine, aux statistiques et à un peu de chance.
Pour être tout à fait honnête, je m'en fiche. Voici ce qui compte vraiment. Si vous traînez une histoire non résolue dans votre passé, surtout s'il s'agit d'enfants, n'attendez pas 30 ans qu'une femme comme moi découvre un vieux carton de lettres oubliées dans un grenier. Parce que, le moment venu, réparer vos erreurs ne fera pas seulement mal. Cela coûtera très cher, et pas seulement en argent. Et si jamais vous vous surprenez à murmurer dans votre oreiller, qu'il n'est jamais d'enfant, que ces filles connaissent cette même douleur, s'il vous plaît, souvenez-vous de Rachel, traversant la moitié du pays en voiture, pour se tenir debout dans un restaurant chic et dire « Je retire mes paroles ». Parfois, c'est le seul moyen pour que quelqu'un puisse enfin entendre, dans sa propre vie, « Maman, il y a ce bruit bizarre ». Le médecin dit que c'est un cœur. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un j'aime, de vous abonner à la chaîne, et de me laisser un commentaire. Je les lis tous. Prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.